Nous sommes en 1957. Le publicitaire américain James Vicary présente une invention révolutionnaire qui lui permet d'accéder directement à l'inconscient des consommateurs. L'idée est très simple. Lors d'une séance de cinéma, un projecteur construit par ses soins insère à intervalles réguliers les phrases « Buvez du Coca-Cola » et « Mangez du popcorn » dans le film projeté. Extrêmement bref, ces messages sont imperceptibles par les spectateurs. Mais leur effet est pour le moins surprenant. Au cours de la séance, la consommation de Coca-Cola et de popcorn augmente de plus de 50%, annonce James Vicary. La validité de l'expérience est cependant rapidement contestée. Malgré des essais similaires, aucun chercheur ne parvient à reproduire ces résultats. 5 ans plus tard, Vicary avoue que son expérience n'était qu'un vaste canular. Si le projecteur existait bel et bien, les inserts publicitaires n'avaient produit aucun effet. L'inconscient ne s'était pas laissé influencer. 50 ans après, où en sont les techniques de marketing? Sont-elles aujourd'hui capables de nous dicter nos comportements d'achat? Nous avons marché sur la Lune. Nous avons déchiffré le patrimoine génétique de l'humanité. Mais notre cerveau reste toujours un mystère. Des chercheurs du monde entier, issus des disciplines les plus diverses, en ont fait leur cheval de bataille. Ils sont neuroscientifiques, médecins, économistes, psychologues et experts en marketing. Tous veulent savoir ce qui se passe au plus profond de la boîte noire du cerveau. Tous veulent répondre à une question centrale, où et comment se prennent les décisions. Les résultats de leurs recherches sont aussi fascinants que surprenants. Ils dessinent un tableau tout à fait inédit de l'homme consommateur et de l'influence de la publicité et des marques. Ce tableau, nous vous proposons de l'assembler fragment par fragment. Premier arrêt de notre voyage à l'intérieur du cerveau, la bourse. Un lieu d'échanges commerciaux peuplé d'hommes qui savent garder la tête froide et agissent de façon calculée et rationnelle. Comme un ordinateur, leur cerveau réunit toutes les informations disponibles avant de prendre une décision. Ce type d'homme, on l'appelle l'Homo economicus, en référence à l'arbre généalogique de l'humanité. Seulement voilà, de nouvelles recherches sur le cerveau ont démontré que l'Homo economicus n'existait pas même à la bourse, ce que nous confirme un homme qui connaît bien le milieu. Il faut bien avoir en tête que des centaines de milliers de milliards de transactions s'effectuent quotidiennement partout dans le monde, ici à Francfort comme ailleurs. Cela implique des prises de décision instantanées. Ces processus sont tellement courts qu'il est impossible de prétendre qu'on agit de façon complètement rationnelle à tous les coups. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Peut-être que vous avez mal mangé à midi, ou que ça ne marche pas fort dans votre couple. Tout ça, ça joue. Ce qui veut dire que la psychologie est certainement un facteur d'influence important. Mais ça reste un facteur qui n'est pas mesurable. Pas encore, mais bientôt peut-être. La fusion entre économie et psychologie est la spécialité de Colin Camerer. Il est le cofondateur d'une nouvelle discipline baptisée neuroéconomie. À l'aide des neurosciences, il veut dessiner une image plus précise de l'homme comme acteur économique. Pour ses expériences, le chercheur utilise une méthode simple, le jeu. Car en fin de compte, l'économie n'est-elle pas qu'un immense jeu? Un jeu très prisé par les chercheurs, c'est le jeu de l'ultimatum. Un individu A reçoit une somme d'argent qu'il doit partager avec un individu B. Mais l'individu B peut refuser s'il juge le montant proposé insuffisant. Dans ce cas, l'argent est perdu pour les deux. Un véritable Homo economicus ne refuserait jamais. En effet, une somme offerte, même minime, c'est toujours mieux que rien. C'est un excellent outil pour comprendre si les gens cherchent avant tout à servir leur intérêt personnel ou s'ils font preuve de ce qu'on appelle la réciprocité négative, en punissant l'autre pour un comportement qu'ils jugent injuste. Et voilà ce que donnent nos résultats. Tant que l'individu A ne propose que 20% ou moins de la somme, l'autre refuse. Il préfère donc renoncer à l'argent plutôt que de voir le donneur empocher une somme plus importante. Il punit l'autre pour avoir fait une offre injuste. Colin Camerer organise ses séances de jeu dans un environnement particulier.
les participants sont installés dans un scanner cérébral, un outil indispensable pour ouvrir la boîte noire du cerveau. Il permet aux chercheurs de regarder directement dans le cerveau du sujet au moment de la prise de décision. Il y a quelque chose de magique dans une IRM fonctionnelle. Elle nous montre ce qui se passe dans notre cerveau. C'est fascinant. Vous avez une image du cerveau avec différentes couleurs qui montrent ce qu'il s'y passe à un moment donné. Je pense qu'elle exerce la même attirance pour nous que les images d'un homme marchant sur la Lune. Il faut montrer ces images au public. Les résultats obtenus par Colin Cammarer sont stupéfiants. D'un strict point de vue économique, il paraît insensé de refuser de l'argent que l'on vous offre. Pourtant, les expériences montrent qu'il s'agit là manifestement d'une attitude profondément humaine. Notre comportement n'est plus dicté par un examen rationnel de la situation. Nous sommes guidés par nos émotions. On a longtemps cru que la raison et l'émotion étaient deux univers qui ne se rencontraient jamais. À chacune sa partie du cerveau, la raison à gauche, l'émotion à droite. Mais cette représentation doit être revue de fond en comble. Nous découvrons aujourd'hui un jeu d'interaction complexe entre raison et émotion, réparti sur une multitude de zones cervicales. Notre cerveau ressemble à un orchestre parfaitement homogène. Chaque musicien a un rôle clairement défini et chacun maîtrise sa partie. Selon les moments, l'un ou l'autre est mis en avant. Mais il y a une différence de taille. Contrairement à l'orchestre, le cerveau ne possède pas de chef qui imprime la marche à suivre et donne la cadence. Notre cerveau est un orchestre sans chef d'orchestre. Les participants organisent leur jeu d'ensemble de façon autonome. Les zones du cerveau qui participent aux émotions et à la raison forment un réseau dans lequel tous les composants s'influencent mutuellement. Un homme a consacré toute sa vie professionnelle au jeu d'ensemble de l'orchestre cérébral. Gerhard Roth est biologiste et ses travaux s'inspirent de l'association entre neurosciences, psychologie, philosophie et sciences sociales. Son objectif, comprendre comment le cerveau dirige notre comportement. L'intérieur de notre cerveau, et donc la psyché de l'homme, repose sur un équilibre éminemment précaire. Notre comportement est constamment tiraillé entre la raison logique et nos besoins émotionnels. Nos besoins émotionnels sont l'amour, le désir, la peur aussi. Et ils font partie de notre mémoire émotionnelle qui se constitue déjà dans le ventre maternel. Nous nous imprégnons de tout ce que nous vivons, mais nos expériences ne sont pas simplement déposées quelque part dans un endroit neutre. Chacune est évaluée émotionnellement, enregistrée et renforcée d'un sentiment positif ou négatif. Ces processus nous échappent car ils se déroulent de manière parfaitement inconsciente. Ces informations sont ensuite stockées dans une zone que les scientifiques désignent sous le nom de préconscient. Le préconscient est un immense réseau d'une capacité de stockage pratiquement illimitée. Et c'est de ce réseau préconscient que vont surgir de petits îlots de conscience. Ce que nous vivons au moment présent n'est qu'une infime partie dans l'immense océan de notre préconscient. L'inconscient est le moteur de notre préconscient, mais nous n'en percevons généralement rien. Nous ignorons complètement ce mouvement alternatif entre l'inconscient et le conscient qui s'opère au moment du processus de décision. Lorsque nous analysons nos propres décisions,
nous surévaluons la place de la raison au sein de notre orchestre cérébral. La plupart du temps, nous croyons fonder nos décisions sur des choix rationnels. Mais le contenu de la boîte noire fait apparaître une toute autre réalité. La raison n'a absolument aucun accès direct à notre comportement. Elle est installée dans le lobe frontal de notre cerveau et rien que d'un point de vue anatomique, il n'existe aucun chemin direct vers l'appareil qui prend nos décisions. Mais les émotions, elles, se situent au même endroit. Émotion, ça vient du latin, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous fait nous mouvoir. Plus l'émotion est forte, plus notre mouvement va être fort. C'est pour cela qu'on parle aussi de passion. Un homme envahi par une rage extrême va se mettre à frapper sans réfléchir. Mais de la même façon, une personne très amoureuse va être capable de faire des choses complètement folles. Parce que ce sentiment d'amour le pousse vers quelque chose, parfois jusque dans la détresse. Les émotions définissent donc notre comportement, aussi bien chez les hommes que chez les animaux. La raison seule ne peut absolument rien. Elle doit être combinée à l'émotion. Les réseaux de l'émotion et de la raison se forment à des périodes différentes. Au moment de l'enfance, il existe un système de décision essentiel qui n'est pas encore en plein état de marche, le système de récompense. À chaque décision, celui-ci compare le profit d'une action aux éventuelles pertes. Si nous voulons acheter quelque chose, le système de récompense va se mettre à calculer. La satisfaction que nous allons retirer de l'objet sera-t-elle plus importante que la perte de l'argent que nous allons dépenser pour l'acquérir ? Si la satisfaction est plus grande que la perte, nous achetons. Mais la science ne sait pas encore exactement sur quels critères le cerveau se base pour comparer pertes et profits avant de prendre sa décision.